Merci. J'ai introduit Dr Zourmar, biologiste au Centre de fertilité à Constantine, qui va nous parler un peu de est-ce que la culture prolongée des embryons va avoir un impact sur la blastulation, sur l'implantation et sur les résultats en FIV. Merci, mon ami Farid. I need to thank our friend Bahadi Mustafa for inviting me to participate in this Congress. I need to reassure our professor Yaqub Khalaf that the 3 Congress or 4, all communication presentation will be in English. You know why? Because our authority impose teaching or studies, medical study in English. Thank you. Nous allons un peu parler, comme a dit notre prof, Ad InLab, et parmi les techniques qu'on a essayées, et là c'est un travail préliminaire, c'est des résultats d'un travail préliminaire, et je souhaite, Inch'Allah, à la fin, il y en a beaucoup d'experts parmi nous qui peuvent apporter un plus pour ce travail, et afin de le continuer, d'amener des résultats qui vont être très bénéfiques pour le malade, parce que un malade, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une thèse de grossesse. Pour nous, pour avoir ça, il faut avoir un embryon à potentiel implantatoire très élevé, afin de minimiser le nombre d'embryons transférés et d'augmenter les chances de grossesse, et diminuer aussi le nombre d'embryons, le nombre de grossesses multiples. Vous savez qu'au niveau des laboratoires, le but c'est de mimer ce qui se passe là, en bas, devrait être mimé ce qui est en haut. D'accord, c'est ça le but. Avec toutes les techniques et tous les efforts qui ont été faits de laboratoire, c'est ça le but. Et pour cela, un biologiste ou tout bonhomme qui travaille là doit veiller sur les conditions de culture, le pH, la température, l'osmolarité, les concentrations de gaz, l'exposition à la lumière. Tout ça doit être vérifié, doit être checking every day or every hour, ça dépend. Voilà, merci. On continue s'il vous plaît. Parmi les choses qui sont très très importantes au niveau de laboratoire, ce sont les milieux de culture. La prochaine s'il vous plaît. Ah d'accord. Ok. Le milieu. Non, ça ne marche pas. Sinon. Est-ce que là? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour régler ce problème, s'il vous plaît? Ah non, merci. Tu es toujours là pour sauver la situation. Voilà. Voilà, on va passer au... Ok. Beaucoup d'efforts ont été faits concernant la composition du milieu de culture afin de donner la chance aux embryons de bien évoluer vers un stade de blastocyste. Il faut savoir que les premiers milieux, ils n'avaient que des petits composants, 3 composants. Et vous savez, il y a un glucose, de l'eau de l'œuf. Beaucoup d'efforts ont été faits par les laboratoires afin de nous donner des milieux qui sont concevables, qui sont adaptés au milieu. Et les milieux actuels, on a à peu près, passant de 3 à 80 ingrédients différents, dans le but de donner un embryon performant, arriver à un stade de single embryo transfert et diminuer le risque de gestation multiple en diminuant le nombre d'embryons transférés. Et pour cela, beaucoup de choses ont été faites au niveau de la laboratoire, les techniques de préparation des gamètes, les milieux, il est très important, même les préparations de culture et la stratégie de culture elle-même. C'est-à-dire quand on dit stratégie de culture, est-ce qu'on fait du séquentiel, est-ce qu'on fait du J3, J2, tout ça est très important pour le laboratoire. Chaque laboratoire ou chaque centre a sa propre politique. La première chose qu'il faut dire au premier, on avait ce qu'on appelle les milieux simples. Puis avec Gardner et toutes ses équipes, ils ont dit ce qu'on appelle, on a essayé de s'adapter à ce qui est physiologique. On a dit que les besoins d'un embryon J3 n'est pas comme le besoin pour un blastocyste. C'est pour ça qu'ils ont créé ce qu'on appelle le milieu séquentiel. C'est qu'on change l'embryon à partir du J3 vers J5 parce que la culture, les conditions et le besoin d'un embryon de J3 J5, c'est différent d'un embryon de J1 J3. Et c'est ce qu'on appelle le retour à la nature. Mais vu que cette étape ou cette technique elle-même, elle est stressfulle, elle peut imposer du stress,
Pour ça, on va arriver à ce qu'on appelle le milieu unique, c'est-à-dire on fait l'embryon, on fait la fécondation, puis on le laisse au niveau de laboratoire, afin de ne pas le faire sortir. On sait que chaque étape va être stressée, va imposer, diminuer la qualité de l'embryon, et ce qu'on a, c'est le concept de laisser l'embryon choisir lui-même. C'est-à-dire qu'on lui donne tout, et lui, il va choisir en fonction de son besoin. Ça, c'est les deux principes. Et on a dit tout à l'heure qu'il faut toujours, tous ces paramètres doivent être veillés. Et vous voyez, la première chose qu'on doit veiller sur, c'est shaking every day, c'est la température. Et cette étude, elle montre bien qu'entre 36 degrés et 37 degrés, qui vraiment n'est pas une différence importante, mais vous voyez à peu près que la différence, elle est nette, surtout en matière de, quand on dit nombre de cellules G3, ça veut dire qu'on a des embryons de bonne qualité à 37 qu'à 36 degrés. Le taux de formation de blastocystes, il est plus élevé à 37 qu'à 36, le taux de grossesse, tous ces paramètres. C'est-à-dire qu'il faut veiller et contrôler régulièrement vos plateaux, les platines de Dakar régulièrement. Chaque matinée, s'il faut, parce que c'est très important. Une baisse de 1 degré, de 37 à 36, et vous voyez, vous avez une chute très importante, et vous voyez vous perdez beaucoup de taux de grossesse, vous perdez beaucoup de formation de blastocystes, et même une diminution du taux d'implantation. Au début, quand on a les laboratoires, ils faisaient ce qu'on appelle à 2 gaz. Puis on a vu l'arrivée de concentration, ce qui est physiologique chez l'homme. Et vous voyez à peu près qu'à une concentration d'oxygène à 5% et à 2%, elle est en faveur de celle de 5% avec une baisse, vous voyez, 14% de taux d'implantation. Et aussi le taux de naissance live birth 42%. Tout ça est différent en fonction de ça. C'est pour cela que la plupart des incubateurs actuels, benchtop, sont équipés, sont trigaz, c'est-à-dire que 5 à 6% d'oxygène, de CO2, 5% d'oxygène et une température à 37 degrés. Le pH aussi, il est important. Vous voyez, le pH, il est milieu directement corrélé à la concentration de bicarbonate et surtout la concentration de CO2, si on veut le changer. Et des fois, vu qu'on manipule beaucoup de choses à l'extérieur, on a des additifs, qui c'est le MOB sur les EPS, afin de stabiliser le pH, parce qu'on sait l'effet néfaste du changement de pH sur les gamètes. Très important, une note très importante, c'est les ovocytes sont des cellules qui sont très fragiles. Pourquoi? Parce qu'elles ne disposent pas de régulation interne robuste du pH par rapport à l'embryon, parce que l'embryon peut avoir un contrôle interne de son pH. Est-ce que le pH il est le même pour tous les stades d'embryon, c'est-à-dire J3, J5, etc. Et cette étude, elle n'est pas sur l'humain, mais et vous voyez à peu près que si on a les résultats ne sont pas différents entre le premier jour de fécondation, day 2, day 3, elle est totalement différente. On a plus d'embryons avec un pH à 7,5. Nous, on sait que le pH chez l'humain, il est à 7 à 7,30, mais les meilleurs résultats sont atteints. C'est pour ça que certaines équipes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont au stade de clivage, ils changent d'un incubateur où ils ont un pH à 7,15 pour avoir plus de blastocystes par rapport à d'autres. L'huile, élément très important et fondamental. Vous voyez, l'huile, il est important pour deux choses, pour le volume qu'on utilise et pour sa viscosité. Et vous voyez, quand on a des fois, on essaye de mettre le minimum, mais il faut essayer le maximum. Pourquoi? Quand on a un volume adapté en fonction de ça, vous voyez que le volume militaire, il y a un changement de pH, un changement de température, ça ne change pas beaucoup, et ça c'est très important. Et Morbek, c'est quelqu'un que je connais très bien, il travaille bien en Nouvelle-Zélande, lui il les propose, pour éviter certains effets de la lumière, etc., c'est de laver l'huile avec un milieu de culture. D'accord? C'est-à-dire qu'avant l'utilisation, il faut le laver avant ça. Autre chose, c'est sa viscosité, et qui sont à viscosité élevée, toujours il y a une température, l'évaporisation et une osmolarité. Tout ça, il est stable. C'est-à-dire le choix de l'huile, il faut bien le choisir, enfin, le volume et surtout sa viscosité. L'osmolarité aussi, c'est un paramètre très important. Et tout changement d'osmolarité va se retentir, tout ça. Et vous voyez que chaque milieu ou chaque compagnie a sa propre osmolarité, qu'il faut veiller ça quand on introduit des milieux, surtout quand on ramène, on change de milieu, il faut lire, il faut savoir quelle est l'osmolarité nécessaire pour ne pas perturber les résultats et pour ne pas perdre les chances pour le couple.
Et parmi les éléments qui peuvent améliorer les résultats, comme a dit notre prof Ad in IVF, nous, on a profité de cette technique. Il faut savoir que la culture groupée, la culture individuelle, c'est assez récent. La première que j'ai vue, c'est en 1995, de Mosner, qui a montré que les embryons, on peut les cultiver, soit individuellement, soit en groupe. Et ça dépend, parce que chaque technique a son propre avantage. Quand on a individuel, ça permet le screening, le suivi. Surtout des fois, quand on a des embryons qui sont trop PN ou bien des embryons multinucléés, ça nous permet de les écarter. Et quand ils sont groupés, ça c'est difficile, mais on en profite d'une autre chose, c'est que les facteurs de croissance, ça influence les embryons même entre eux. Et vous saviez que les embryons, il a des échanges, soit il influence sur lui-même, ce qu'on appelle autocrine, soit paracrine, parce que les embryons ne sont pas de même qualité. Et ces gens, les facteurs de croissance, permettent d'améliorer la qualité des embryons, permet d'avoir plus de blastocystes, et à partir de cela, on a essayé d'introduire cette technique dans notre laboratoire, voir est-ce que c'est réel ou non. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un travail préliminaire, on a des résultats initiaux, que les deux, la Mosner a montré cette différence, mais si on voit Kastner, il n'y a pas de différence, et ça a posé un problème, il y a une polémique dans ce sens. On a vu d'autres études, surtout Ebner, qui a montré qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'influence, il n'y a pas de différence entre le taux de grossesse, mais surtout, en termes de blastulation et d'implantation, il y a une différence par rapport entre les deux techniques. Avec la culture individuelle groupée, on a l'étude de l'équipe de Gardner qui a montré qu'on obtient beaucoup plus de blastocystes utilisables, c'est-à-dire ça donne les chances de grossesse soit en frais, soit faire des congélations et faire du transfert avec TEC. Et vous savez, le potentiel implantatoire et les taux de grossesse à blastocystes, ils sont plus élevés que l'embryon clivé. Et une chose qu'on a aussi essayé de voir, c'est ce qu'on appelle la densité, c'est-à-dire combien doit-on mettre d'embryons par goutte et quel est le volume indiqué. Et vous voyez que c'est une étude qui a été faite, Adam Lanner, qui a fait 3 groupes. Il a mis 2 à 4 embryons par 25, il a mis 5 à 6 et il a mis 7 à 9. Et vous voyez qu'on a plus avec le groupe de 5 à 6 que les autres en matière de qualité embryonnaire, moins de fragmentation, vous voyez 16 dans 14, et plus de nombre de blastomères, et la morphologie elle est plus importante. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer d'adapter le nombre d'embryons par goutte. Et là, ce qui est demandé, c'est entre 7 à 7,5 jusqu'à 8 par embryon. Si vous utilisez 30, vous pouvez les partir en 4, ce qu'on fait nous, 30 microns. Si vous utilisez 20, vous utilisez à peu près 3 embryons. Pourquoi? Parce que quand on a un volume très important, les facteurs de croissance vont être dilués, il n'y a pas l'effet paracrine ou l'autocrine. D'accord? Et ça ne va pas nous donner un avantage pour cette technique. Et ça, c'est les effets. Vous voyez à peu près l'effet autocrine, c'est-à-dire que l'embryon doit améliorer sa qualité lui-même, ou bien l'effet paracrine, c'est-à-dire les embryons entre eux, sachant qu'il y a des facteurs de croissance qui sont disponibles et qui peuvent améliorer cette qualité et surtout obtenir des embryons J3 de bonne qualité et surtout des blastocystes. Ça, c'est les différents facteurs de croissance. On ne va pas les citer, on va parler rapidement. Ça, c'est une étude qui a été par l'expérience qui montre que chaque élément et chaque facteur de croissance a son impact. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas vraiment les mesurer et les évaluer, c'est très difficile. Vous voyez que certains, comme le PAF, il y a par exemple le CO2, il y a le lactate, chaque élément il a son impact sur les embryons lui-même. Et là, autre chose qu'il faut veiller, c'est que l'embryon, il va à des échanges avec les facteurs de croissance, mais il y a des déchets, ce qu'on appelle l'ammonium. Et vous voyez à peu près chaque milieu qui est commercialisé, il y a une accumulation d'ammonium, et l'ammonium, il a un effet néfaste sur les embryons. Et ici, vous voyez à peu près que Origio et les autres, ils sont à peu près différents. C'est-à-dire que le choix des embryons et le choix du milieu de culture, doit être en fonction de cette qualité. Il faut veiller soit, vous voyez cette étude de la montrer, que ce soit en congélation, soit en durée d'incubation à 37 degrés.
À partir de cette étude, etc., c'est une controverse suscitée par ceci. Nous sommes demandés quelle est la meilleure culture embryonnaire, offrir les meilleurs résultats en termes de qualité et taux de formation de blastocystes. Et pour cela, on a eu culture groupée. Nous, on a fait, c'était 4 embryons par microgoutte de 30 microlitres, soit un embryon par microgoutte de 30 litres. On a eu à peu près 180 dossiers par technique FIVIXI, 80 patients ont fait une culture groupée et 100 patients ont eu des cultures individuelles, à peu près 981 ovocytes. L'ensemble, c'est 1700, soit 87 ovocytes. À peu près, notre étude, l'âge moyen de nos patients il est de 34, c'est assez jeune. L'homme, il est de 40 ans. L'individuel, c'est la technique la plus dominante parce que, en voulant introduire une technique, il faut aller doucement pour voir ce qu'elle a fait ou non. D'accord? On a eu un taux de grossesse qui était un peu faible, 31 bêta-CG positif, et un taux d'implantation qui était à 10,5. Et à travers ça, l'objectif principal de voir est-ce que la culture bronchiale va nous donner, améliorer les résultats en termes de blastulation, d'implantation et de grossesse. Comme objectif secondaire, c'est de voir quel est le seuil du nombre d'embryons de follicules recueillis, de taux de maturation, qui nous permet de choisir faire une culture groupée ou une culture individuelle. Voyez nos résultats à peu près. L'âge moyen de la femme, il est à peu près en faveur du culture groupée. Le nombre d'ovocytes recueillis aussi. Le taux de maturation, il est aussi en faveur de la culture groupée en fonction de notre âge. Le taux de fécondation, le taux de segmentation, il n'y a aucune différence. D'accord? Ce qu'on a aussi, le nombre d'embryons obtenus ici, beaucoup plus qu'on a plus avec les embryons groupés qu'avec les embryons individuels, la culture individuelle. Le nombre d'embryons transférés dans les deux groupes, il n'y a pas de différence parce que c'était 2,3 et 2,1. Le nombre d'embryons congelés, on a 47 et on a 37, vous voyez, c'est-à-dire que on a obtenu un taux très élevé de blastocytes de la culture groupée. Et les embryons utilisables, qu'on veut dire les embryons utilisables, c'est-à-dire les embryons qu'on a transférés et le reste qui va être congelé. Et ça, c'est très important, sachant qu'actuellement, avec l'avènement de la vitrification, que le taux de grossesse, il est à peu près en vitrification ou en fraîche, il est à peu près ce même. Le taux de blastulation, il est beaucoup plus 20 et 2%. Pourquoi? Parce que le taux de blastulation est très très faible pour l'individuel, parce que la plupart du temps, l'individuel, on a le nombre, il est réduit, on fait un transfert à J3. D'accord? Et quand on fait un transfert à J3, le plus souvent, on transfère les meilleurs. Et ce qui reste, on les pousse J3. Parmi eux, on n'a que 3 qui sont arrivés au stade de blastocyste. Le taux d'implantation, il est à peu près double dans le groupé que dans le culture individuelle. Et le taux de grossesse, aussi, il est double. On a 24% et 12% en individuel. Vous voyez, à peu près, on a dit que à peu près l'âge, est-ce que c'est lui qui est déterminant? C'est-à-dire l'explication de la différence, est-ce que c'est l'âge ou autre paramètre? Et vous voyez à peu près l'âge des femmes, à peu près il est 22 ans, 42 ans. Et il y a, c'est vrai, une différence significativement très élevée entre les deux groupes. C'est-à-dire, est-ce que ça qui explique la différence, ce n'est pas que la technique de culture? Pour cela, ce qu'on a fait, on a pris chaque groupe, âge qui est similaire, on a vu est-ce qu'il y a une différence ou là non, et on constate qu'à âge similaire, les cultures groupées donnent de meilleurs résultats par rapport à la culture individuelle. C'est-à-dire que c'est la technique elle-même, avec l'âge c'est sûr, qui a donné ce taux de résultats, ce taux de grossesse ou implantation. Là, on a, pour avoir à peu près, est-ce que l'âge est important? Ça, c'est une étude espagnole qui est faite en 2024. Ce monsieur, Eros, il a pris que les donneuses, moins de 30 ans. Et vous voyez à peu près la moyenne d'âge. Les donneurs, il n'y a pas de différence. Vous voyez que la qualité embryonnaire, il n'y a pas de différence. Mais ce qui est différent dans les deux groupes, c'est qu'il a eu beaucoup plus de blastocystes avec la culture groupée, qui est le groupe 2, vous voyez, groupe 2, qu'avec l'individuel. Et ça, c'est très important parce qu'on a ce qu'on dit toujours, les blastocystes, c'est très important à faire. Et le groupe 1, la formation du blastocyte et les embryons utilisés, on les transfère à 56 et tout ça, c'est-à-dire qu'avec un âge équivalent, un âge similaire, la culture groupée donne mieux que la culture individuelle. Tout ça s'explique parce que tout le monde le connaît, ça explique ce qu'a dit notre ami Khalaf, ce qu'a dit notre ensemble, c'est que l'âge
c'est le nombre et la qualité. Et ce diagramme explique bien. Vous voyez qu'à l'âge de 10 ans ou 30 ans, etc., vous voyez le nombre d'ovocytes avec une très bonne qualité. Et à force qu'on avance dans l'âge, on va perdre deux choses, deux paramètres. Le nombre de follicules et la qualité folliculaire. Est-ce qu'on a eu, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de différence significative en matière de taux de fécondation et en matière de taux de segmentation. On a comparé nos résultats avec d'autres études, et là, c'est une étude de Peter Franskon en 2022, et là, il n'y a pas eu de différence significative entre les différents paramètres. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a séparé la fibre de l'ICSI. Et ça, il a montré que la différence, elle est dans la technique. Nous, dans notre laboratoire, on est à peu près 60%, 70% ICSI, le reste c'est en fibre. On fait aussi du fibre ICSI. On n'a pas eu le temps de faire cette séparation pour voir est-ce que c'est non ou bien. Et le taux de bêta-ACG, il est en faveur de la culture groupée que la culture individuelle. Positif bêta-ACG test, un clinical pregnancy rate, il est toujours avec 0,022 et 0,043. C'est-à-dire que la culture groupée nous donne plus d'embryons de bonne qualité et taux de grossesse et taux de positivité. Ça, c'est à peu près nos résultats. On a eu 2%, 20%. Implantation Z et taux de grossesse 12 à 24%. Le taux d'implantation dans notre étude, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a eu, on ne peut pas les comparer parce qu'on fait beaucoup plus le transfert à J5 que pour le groupe est beaucoup J5, le groupe individuel c'est beaucoup J2. Et vous voyez une différence nette, à peu près les embryons groupés qui sont le plus souvent des blastocystes s'implantent deux fois que l'individuel qui sont à J3 la plupart. Et on a essayé de voir à peu près est-ce que l'âge il est important. Vous voyez, on a essayé de voir les femmes qui sont moins de 36 ans. On a à peu près les 74 grossistes avec un taux de 39% et le taux de grossesse il est 33%. D'accord? C'est pour cela on est toujours, l'âge reste élément fondamental et déterminant. Et là, de la culture blossée, de la culture groupée, c'est un aliment en plus qui permet d'avoir plus de blastocystes, plus de transferts et plus de chances de grossesse. Là, c'est une étude de notre ami Ebner. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris à peu près 3 groupes, les groupes individuels avec contact et les groupes séparés. Et lui, il montre bien que les groupes individuels qui est là, c'est là. C'est le groupe avec contact, c'est-à-dire qu'il y a un contact. Il n'y a pas de contact, mais il y a un échange de milieu entre le groupe 1 et le groupe 2. Et il est bien d'accord. Ça montre qu'il y a une supériorité, une différence significative en matière de formation de blastocystes et de top qualité blastocystes. Cette technique, si elle ne donne pas beaucoup de grossesse, elle nous donne beaucoup de blastocystes. Et si elle nous donne beaucoup de blastocystes, les possibilités d'implantation sont importantes, beaucoup de transferts. Il y a un taux de grossesse cumulé qui va être très important dans la culture groupée que dans les cultures individuelles. Mais ça, c'est une étude de formation aussi, ça rejoint l'étude d'Ebner et qui montre aussi qu'on a toujours des blastocystes avec le groupe A individuel, le groupe B groupé, par rapport à ça rejoint au même truc, c'est-à-dire qu'à une culture groupée, ça nous donne plus double de formation de blastocystes, de pot de grossesse, et surtout, le fort ADK donne des embryons utilisables, que ce soit blastocystes, soit des embryons clivés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, deuxième paramètre, on a essayé de définir quel est le seuil qui nous permet d'aller vers cette technique ou l'autre. Nous, avec cette étude Roboc, on a pu déterminer un seuil de 8, c'est-à-dire si on a 2 patientes, la 5 la 8, c'est-à-dire la 8 vaut mieux faire une culture groupée qu'une culture individuelle. Pourquoi? Parce que les chances sont d'avoir un blastocyste, d'avoir plus de grossesse, c'est avec la technique groupée nous donne plus cette possibilité. Aussi, autre élément qu'il faut toujours vivre en dehors du nombre de follicules requis, ce sont la maturation. Un taux de maturation, vous voyez à peu près, dès qu'un ovocyte mature, ça veut dire qu'on peut injecter ou qu'on peut, il est déterminant. Et vous voyez à peu près, quand on a une voie des ovocytes matures, ça donne beaucoup plus
des résultats positifs dans le culture groupée que dans les cultures individuelles. Ça, c'est une conclusion beaucoup plus qu'un take-home message. Le choix dépend toujours de l'âge, comme on a vu, le nombre d'ovocytes recueillis et leur qualité. Le type de culture groupée individuelle, sur le taux de blastulation, on a vu à peu près 2 fois. Le nombre d'embryons obtenus, le jour du transfert, si on a moins, nous on a vu, quand on a 4, on fait beaucoup plus du J3, si on a plus, on fait du J5. Les taux d'implantation, les choses de grossesse. Et il faut dire que la culture groupée a un impact favorable sur les résultats de la FIV, avec des taux de blastulation, d'implantation de grossesse nettement améliorés. Et ça, c'est très important si la femme est moins de 36 ans, avec 8 follicules recueillis obtenus. Les perspectives, et là j'attends beaucoup d'advice, tout l'ensemble des experts qui sont là. Est-ce qu'il faut réévaluer les différentes densités d'embryons sur la qualité, voir quel volume utiliser, et réduction de la distance entre les embryons, ça c'est technique de laboratoire. Est-ce qu'il y a une communication paracrine-autocrine? Et ça reste toujours une challenge de doser les facteurs de stimulation sécrétés par les embryons cultivés en groupe. Cela a un grand intérêt de facteurs sur le développement embryonnaire. Et if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go in group. Et je vous remercie.